Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkawi Urkiya. Donc on va terminer nos cours sur le développement d'applications web. Aujourd'hui on va voir le deuxième point du chapitre 1 qui est l'architecture client-serveur. Donc on a fait une introduction sur le World Wide Web. On a vu quelques historiques. Aujourd'hui on va voir l'architecture client-serveur. Donc, cette figure-là, empruntée à la référence 5, nous montre en général quelques composants d'un réseau Internet. Donc, vous voyez qu'on remarque qu'il y a, c'est-à-dire c'est une infrastructure, c'est des composants concrets, bien physiques, sur lesquels est installé des composants logiques, ok, ou abstraits. On voit qu'il y a premièrement des PC, par exemple PC desktop, des PC, des laptops par exemple, ok. On remarque qu'il y a des périphériques, donc il y a des périphériques de stockage, des périphériques d'impression. On remarque qu'il y a des commutateurs, des routeurs, il y a le réseau Internet, et bien sûr ici c'est des firewalls ou bien des modems. Donc toutes ces infrastructures font partie, bien constituent le réseau sur lesquels on est en train de décortiquer les définitions de ces composants. Donc, un réseau en général, il est formé, bien, il a la notion d'une architecture client-serveur. Donc, c'est quoi une architecture client-serveur? Une architecture client-serveur représente l'environnement dans lequel des applications de machines clientes communiquent avec des applications de machines de type serveur. Donc, l'exemple classique est un navigateur web d'un client qui demande, donc un navigateur web comme Google Chrome ou bien Firefox. Donc, l'exemple classique est un navigateur web d'un client qui demande, donc le fait de demander quelque chose, on appelle ça une requête. Il va exprimer une requête. Donc, il va demander le contenu d'une page web à un serveur web qui lui envoie le résultat ou bien une réponse. Donc, ça s'appelle la réponse. Donc, la communication entre les deux composants client-serveur, c'est à travers des requêtes et des réponses. Donc en général, un client, on a la notion de client et de serveur. Donc c'est quoi un client? Les caractéristiques d'un client sont les suivantes. Il est d'abord actif ou maître, il envoie des requêtes au serveur, il attend et reçoit les réponses du serveur. Il y a le composant serveur. Un serveur est initialement passif, il attend, il est à l'écoute, prêt à répondre aux requêtes envoyées par des clients. Donc dès qu'une requête lui parvient, elle est arrivée au serveur, il la traite et envoie une réponse. Donc vous voyez ici, c'est une définition qui comporte un linguistique qui donne une idée sur le comportement du client et du serveur. Donc, le client, il est actif parce qu'il formule des requêtes et le serveur, il est passif, il attend de recevoir ces requêtes pour répondre. Donc puisque c'est une architecture client-serveur, donc on a une communication entre le client et le serveur. Donc c'est un dialogue. Comment se passe ce dialogue-là? Le dialogue entre le client et le serveur est le suivant. Le client et le serveur doivent bien sûr utiliser le même protocole de communication. Parce qu'on a vu que dans le réseau Internet, il y a des protocoles. On a défini le protocole comme étant des règles normalisées qui contrôlent et gèrent la communication entre les composants d'un réseau. Donc le client et le serveur doivent bien sûr utiliser le même protocole de communication pour se comprendre. Un serveur est généralement capable de servir plusieurs clients simultanément. Ça, c'est un avantage du réseau. Le serveur peut, c'est-à-dire répondre à plusieurs clients en même temps. Remarque, une fois le client traité, le serveur peut en traiter un autre. Il existe des serveurs multi-clients, comme les serveurs web HTTP, qui sont capables de traiter plusieurs clients en même temps. Il existe aussi des serveurs non connectés. Dans ce cas, il n'y a pas de connexion ou de déconnexion. Donc même si, c'est-à-dire la connexion, elle est, comment dirais-je, elle est coupée, le serveur reste toujours un serveur. D'accord? Il a le rôle de serveur en attendant d'avoir ses requêtes, à travers la connexion bien sûr. Donc, je vais vous donner deux définitions que j'ai récoltées de la littérature, des références bibliographiques. Qu'est-ce qu'une architecture client-serveur? La définition 1 nous dit:
Une architecture client-serveur représente l'environnement dans lequel des applications de machines clientes communiquent avec des applications de machines de type serveur. Donc, l'exemple classique est le navigateur web d'un client qui demande, à travers une requête, le contenu d'une page web à un serveur qui va lui donner une réponse. Donc, ça, c'est la première définition dont j'ai déjà exposé. Donc, ça, c'est une image qui montre à peu près cette notion de client-serveur. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs clients ici. On a l'utilisateur, ça en bleu, c'est l'utilisateur, c'est une personne concrète. On a le PC, c'est-à-dire c'est où est installé le navigateur web qui est le client, c'est-à-dire abstrait. Donc on a le client concret, puis le physique qui est la personne qui est l'internaute. Et on a le PC sur lequel est installé les applications qui expriment le client, les navigateurs web. Donc on a plusieurs clients qui sont connectés à un serveur, au même serveur. Donc chaque client va formuler des requêtes pour avoir une réponse à partir du serveur. Le serveur il va traiter la requête pour donner une réponse au client selon son besoin, bien sûr. Bien. Une deuxième définition de l'architecture client-serveur. Dans un réseau Internet, les nœuds peuvent être des serveurs ou des clients. Donc, avec la notion de réseau, c'est le fait d'avoir des nœuds qui sont interconnectés entre eux. Donc ces nœuds-là peuvent être ou bien des serveurs ou bien des clients. Donc, entre autres, c'est-à-dire il y a d'autres nœuds comme les routeurs, les commutateurs, les transmetteurs, etc. Mais on parle de l'architecture client-serveur. Donc il y a le nœud client-serveur qui vont fournir des ressources telles que la mémoire, la puissance de traitement ou les données au nœud client. Les nœuds serveurs peuvent également gérer le comportement des nœuds clients. Vous voyez, c'est quelques fonctionnalités du nœud serveur. Le serveur, il fournit des ressources comme la mémoire, la puissance, le traitement. Donc il y a des ressources qui sont partagées par les clients. Et aussi, il peut fournir des données, à travers des bases de données par exemple. Donc les nœuds serveurs peuvent également gérer le comportement des nœuds clients. Ils peuvent contrôler le comportement des nœuds clients. Maintenant, le nœud client, donc les clients peuvent communiquer entre eux, mais ils ne partagent pas de ressources. Par exemple, certains appareils informatiques dans le réseau d'entreprise, dans un réseau d'entreprise, stockent des données et des paramètres de configuration. Ces appareils sont des serveurs du réseau. Les clients peuvent accéder à ces données en adressant une requête à la machine serveur. Donc le client, il communique avec les serveurs. Les clients peuvent communiquer entre eux, mais ils ne partagent pas les ressources. Les ressources sont partagées entre le client et le serveur. Ça, c'est important. Donc c'est le serveur qui fournit les ressources au client. Donc les ressources sont partagées entre le client et le serveur. Mais ça n'empêche que les clients peuvent communiquer entre eux. Très bien. Donc on voit que le rôle du serveur est très important dans un réseau. Donc qu'est-ce qu'un serveur informatique? Donc le serveur informatique est un système qui fournit des données, des services ou des programmes informatiques accessibles sur un réseau Internet ou intranet. Réseau universel ou bien réseau local. Donc vous voyez que je parle toujours de la notion d'abstrait et de concret. Il y a le côté physique et le côté logique. Vous voyez? Donc il y a le serveur, c'est-à-dire qui est sous forme d'une boîte. Donc c'est le côté physique, le concret. Dans cette boîte-là, il y a l'installation d'applications. Donc c'est le côté logique. Vous voyez? Donc ça revient toujours à dire, ici je définis serveur comme étant un système. Donc c'est le côté abstrait. C'est les applications qui sont installées dans le serveur. Vous voyez dans l'image ici, le serveur ici, vous voyez cette boîte-là. Donc elle a le côté physique, le côté concret, c'est la boîte qu'on touche. Et il y a le côté abstrait, le côté logique. Ce sont les applications qui sont installées dans le serveur, qui vont gérer le réseau. Donc, ici, je suis en train de définir le serveur sur le plan logique. Donc, un serveur est un système qui fournit des données, des services ou des programmes informatiques accessibles sur un réseau Internet ou bien intranet. Donc, ça peut être ce qui fournit, ça peut être des données, des services, des ressources, des programmes. Vous voyez, il y a plusieurs types c'est-à-dire d'informations qui sont fournies par le serveur. Donc, il s'apparente à un superordinateur qui, à la demande d'un autre ordinateur appelé client, envoie des réponses adaptées, puisées à partir d'une multitude de ressources. Il traite les requêtes effectuées à partir d'un PC personnel, d'un smartphone ou d'une tablette. On parle alors de relation client-serveur. Donc, vous voyez que sur le plan, c'est-à-dire physique, on dit que c'est un superordinateur. Le fait d'utiliser le mot super
pour vous montrer que c'est toujours un ordinateur, c'est-à-dire c'est une infrastructure informatique, mais qui fournit beaucoup de services. Donc on peut dire que le serveur il est plus grand par rapport au client, de façon très abstraite. Donc il s'apparente que le serveur est un super ordinateur qui, à la demande d'un autre ordinateur appelé client, donc on a l'ordinateur sur lequel est installée une application de navigation, un navigateur web qui est le client. Il va envoyer des requêtes au super ordinateur qui est le serveur et pour lui envoyer des réponses. Le serveur il va chercher cette réponse dans une multitude de ressources, c'est-à-dire il a beaucoup de ressources, il va choisir la ressource qui est adaptée à la requête du client. Donc il traite les requêtes effectuées à partir d'un PC personnel, d'un. Donc le client peut être c'est-à-dire structuré par un PC personnel, un laptop ou bien un PC desktop, un smartphone, un téléphone bien cellulaire intelligent ou une tablette. On parle alors de la relation client-serveur. Pardon. Donc, il y a plusieurs types de clients applicatifs. Les clients applicatifs sont des logiciels qui tournent sur les machines ou terminaux des utilisateurs. Il est possible d'en distinguer trois types. Donc, vous voyez qu'ici aussi, je suis en train de vous donner la définition des clients sur un plan logique. C'est des applications qui sont intégrées dans la machine du client. Donc, les clients applicatifs sont des logiciels qui tournent sur les machines ou terminaux des utilisateurs. Donc, l'utilisateur, c'est l'internaute, c'est une personne comme moi par exemple. Donc, c'est physique, c'est concret. Et le client, c'est une application qui est installée dans le PC ou bien le smartphone ou bien la tablette, c'est-à-dire l'outil utilisé pour connecter. C'est-à-dire donc le PC, il contient des applications, des clients, c'est-à-dire c'est des clients applicatifs, c'est des applications qui jouent le rôle de client. Donc les clients applicatifs sont des logiciels qui tournent sur des machines ou terminaux des utilisateurs. Il est possible d'en distinguer trois types majeurs de clients. Il y a le client léger, le client lourd et le client riche. On va donner une définition. Bien sûr, j'ai emprunté cette définition de la référence 1 que je vais vous citer à la fin de la vidéo. Donc, client léger, client lourd et client riche. On va donner une définition de chaque type de client. Donc, le client léger. Un client léger est une application où le traitement des requêtes est entièrement effectué par le serveur. Le client se contente de recevoir et mettre en forme pour afficher les réponses calculées et envoyées par le serveur. Le client le plus souvent est un navigateur web avec des pages web n'utilisant pas ou peu de JavaScript côté client, comme les terminaux, terminal, services, Secure Shell, Apple Remote, Desktop, Citrix, XenApp, TeamViewer, etc. Vous voyez que un client léger, c'est le fait d'avoir un client qui va structurer ou bien formuler une requête. Elle est envoyée au serveur. Le serveur va faire la majorité du travail. Il va trouver la réponse à la requête. Il va l'envoyer au client pour son utilisation personnelle. Donc, c'est le cas le plus simple. Donc, le gros travail il est fait par le serveur. Donc, un client léger est une application où le traitement des requêtes est entièrement effectué par le serveur. Vous voyez? Donc, la majorité du travail, elle est faite par le serveur. C'est lui qui va prendre beaucoup de temps à chercher la réponse à la requête qui est envoyée, c'est-à-dire sous forme de réponse au client. Le client, il va, c'est-à-dire utiliser cette information pour ses besoins. Donc, quelques avantages de la notion de client léger. Il y a peu de puissance de calcul est nécessaire au niveau du client. Donc, dans le côté client, on a peu de calcul, c'est-à-dire la majorité du temps, elle est faite par le serveur. Le temps de réponse, elle est faite par le serveur. La mise à jour de l'application s'effectue uniquement sur le serveur, excepté l'éventuelle mise à jour du client web. Plus grande indépendance du développement de l'application et du serveur vis-à-vis de la machine cliente et de son environnement. Donc ici, l'application, c'est-à-dire il y a une indépendance du développement de l'application et du serveur vis-à-vis de la machine cliente. Vous voyez, donc l'application, elle est installée sur le serveur et la majorité du travail, elle est faite par l'application installée sur le serveur. Donc c'est un travail de développement concentré sur le serveur. Ça, c'est pour le client léger. Le client lourd. Un client lourd est une application, bien des applications de bureau, applications mobile, où les traitements sont principalement effectués sur la machine locale dite cliente. Le serveur se contentant
principalement de répondre aux demandes de données du client. Ça, c'est un autre rôle du client. Le client lourd, c'est-à-dire l'application, le gros travail, il est fait par le client. C'est l'antidote du client léger. C'est-à-dire, le client lourd, la majorité des applications sont installées dans le côté client. Et la majorité du travail est fait côté client. Donc, un client lourd est une application. Donc, les applications peuvent être des applications bureau, des desktops ou bien des applications mobiles où le traitement sont principalement effectués sur la machine cliente. Le serveur se contente principalement de fournir les données. Donc, c'est surtout pour l'utilisation de la base de données. Tout ce qui est traitement, c'est côté client. Vous voyez? Donc, quelques avantages des clients lourds. Le client peut parfois fonctionner même en cas de déconnexion du serveur. Une partie des traitements réalisés par le client, ce qui soulage les ressources du serveur. Plus grande indépendance vis-à-vis des temps de réponse réseau et serveur. Vous voyez? Donc, la majorité du travail est faite côté client. C'est bien. Donc, ça, même l'application, puisque ça peut être une application desktop, une application mobile, puisqu'elle est installée et gérée côté client, donc elle peut être utilisée même en cas de déconnexion. Il n'y a pas de raison. Donc, la majorité du traitement, elle est faite au côté client, ce qui allège le travail du serveur. Donc, plus grande indépendance vis-à-vis du temps de réponse réseau et serveur. Donc, ici, le temps de réponse, il est moins coûteux que pour le cas du client léger. Parce que du côté client léger, le plus grand travail il est fait par le serveur. Donc, ça prend beaucoup de temps. Alors, ici, la majorité du travail est faite côté client, donc il y a peu de temps de réponse. Maintenant, un client riche, c'est un client riche est une application. Donc, vous voyez que toujours je parle du client côté logique. C'est-à-dire l'application qui joue le rôle de navigation, bien de client. Donc, un client riche est une application où le traitement des requêtes du client, les applications web utilisant beaucoup de JavaScript côté client, est effectué majoritairement par le serveur. Le client recevant les réponses semi-finies et les finalisant. Donc, c'est un client léger, plus évolué, permettant de mettre en œuvre des fonctionnalités comparables à celles d'un client lourd. C'est un compromis entre les clients légers et les clients lourds. Vous voyez ici, ce genre d'un partage de travail. Donc, l'application ou le traitement des requêtes du client dans des applications web utilisant beaucoup de JavaScript côté client. On va voir après l'importance du JavaScript côté client. C'est dans les chapitres qui viennent. Donc, le client riche, c'est un compromis entre le client léger et le client lourd. Donc, il y a un genre de partage de travail entre les clients et les serveurs. Donc, le serveur, il va traiter les requêtes du client et il va lui donner une réponse qui sont semi-finies, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas finalisées. Donc, il y a peu de travail du serveur. La finalisation, elle est faite par le client. Donc, d'une façon plus directe, le client léger peut évoluer. Donc, le client riche est un client léger, d'accord, mais qui peut faire le travail d'un client lourd, d'une partie. Donc, un client léger, le client riche est un client léger plus évolué, permettant de mettre en œuvre des fonctionnalités comparables à celles d'un client lourd. C'est un compromis entre un client léger et un client lourd. Donc, il y a un travail qui est fait par le serveur et qui n'est pas finalisé. Il est finalisé par le client. Donc, c'est toujours bien. Et on peut toujours, c'est-à-dire lorsqu'on voudrait créer des applications web ou bien des sites web, on peut toujours décider quel type de client faire. Est-ce que la majorité du travail est faite par le serveur ou bien entre le client et le serveur? Ça reste à vous de décider, c'est-à-dire au développeur concepteur, selon son application, son cahier des charges, il peut décider est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont faites par les clients et des fonctionnalités qui sont faites par le serveur. Tout dépend de votre conception. Bien. Dans mon cas ici, je vous cite les définitions qui existent. Mais lorsqu'on a un projet, on voudrait créer une application web ou bien un site web, c'est à nous de voir quelles sont les fonctionnalités du client et quelles sont les fonctionnalités du serveur. Donc, ça peut être ou bien un client lourd, ou bien un client riche, ou bien un client léger. Je termine toujours sur, ça c'est pour le client, maintenant sur le serveur. Parce qu'on a vu que c'est une architecture client-serveur. Donc, on a parlé de la notion client. Maintenant, on va parler de la notion de serveur. C'est quoi un serveur informatique? Le serveur informatique est un outil qui peut être matériel, hardware, logiciel, software ou virtuel. En hardware, il s'agit d'un système qui relie un réseau d'ordinateurs à des données stockées en local ou en cloud. En software, le serveur informatique effectue des interactions en réseau avec d'autres programmes appelés logiciels clients.
Donc, le serveur informatique qualifié de virtuel se base sur un dispositif physique qui accueille plusieurs serveurs virtualisés grâce à un logiciel ad hoc, l'hyperviseur. Bon, un serveur informatique, ça reste toujours, c'est-à-dire, on a le côté hardware et le côté software, le côté concret et le côté abstrait, le côté physique et le côté logique. Donc, en général, on a le hardware, le matériel et le logiciel. Et on peut avoir aussi la notion de virtualisation. Ça, c'est un concept qui utilise bien un comportement qui est utilisé en informatique dans différents domaines, entre autres, virtualiser un serveur. Donc, lorsqu'on parle de hardware, c'est un système qui relie des réseaux d'ordinateurs. Le serveur, il relie des réseaux d'ordinateurs à des données stockées en local ou bien en cloud. En software, c'est-à-dire en universel. En software, le serveur informatique effectue des interactions en réseau avec d'autres programmes appelés logiciels clients. Donc, il fait des fonctionnalités applicatives avec les clients. Le serveur informatique virtuel se base sur un dispositif physique qui accueille plusieurs serveurs virtualisés. On peut toujours virtualiser c'est-à-dire un dispositif physique comme étant un serveur ou bien plusieurs serveurs. On va voir cette notion dans d'autres chapitres qui vont venir. Mais l'étudiant peut toujours consulter sur des biographies, sur des références biographiques pour voir comment on peut virtualiser un serveur, bien créer un serveur virtuel. Et même la virtualisation, elle est dans beaucoup de domaines de l'informatique. Quels sont les types des serveurs informatiques? Compte tenu de la multitude des services qu'ils proposent, le serveur informatique se décline en plusieurs catégories. Donc, un serveur informatique, il fournit des services aux clients. Il y a plusieurs types de services. Des messages, d'un courrier informatique, des données, des fichiers, vous voyez. Donc, c'est selon le service qu'on a un type de serveur. Par exemple, il y a la notion de serveur web qui est structuré par le protocole HTTPS ou bien HTTP. Il y a le serveur de fichiers structuré par le protocole FTP, serveur de base de données, serveur de messagerie, serveur DNS, serveur d'impression, des serveurs d'application métier, bien serveur applicatif métier. Les serveurs proxy, les serveurs de jeux proposent de jouer online, bien en ligne. Vous voyez donc, vous voyez que on parle de notion de serveur, mais il y a beaucoup de protocoles, d'applications et de services qui sont rendus par le serveur. Et selon le protocole et selon le service, on a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs notions. Et cette classification elle est importante parce qu'on ne peut pas généraliser le travail du serveur et le serveur il fait tous ses services avec un seul protocole. Ça va être très conflictuel et très lié. Donc on essaie de classifier pour, c'est-à-dire avoir pour gérer les interactions d'une façon lisible. Donc on a créé des protocoles spécifiques au service web qui s'appelle le HTTP, les protocoles spécifiques au serveur de fichiers FTP, la même chose pour les serveurs de base de données, pour les serveurs de messagerie, ainsi de suite. Donc ça c'est une liste d'une façon générale, mais on peut toujours détailler comment un serveur web il travaille, quels sont les protocoles, comment ce protocole c'est-à-dire il fonctionne, ainsi de suite. Bon, maintenant les types des architectures client-serveur. Donc on a parlé de l'architecture client-serveur, on a parlé des deux composants qui sont le client et le serveur, de leur rôle et de leur structure. Maintenant les types des architectures client-serveur. On a en général trois types. Il y a l'architecture 2 tiers, l'architecture 3 tiers et l'architecture 1 tiers. C'est-à-dire au-delà de 3, on parle d'une architecture 1 tiers. Donc on dit 2 tiers ou bien 2 niveaux. D'accord? Donc, l'architecture 2 tiers, l'architecture qui a à 2 niveaux, bien 2 tiers, appelée aussi architecture 2 tiers, signifiant le mot tiers, signifiant rangé en anglais. C'est un mot en anglais, tiers, c'est rangé. C'est-à-dire, synonyme, c'est le nom rangé. Ou bien on peut dire niveau. Donc on dit architecture 2 tiers, ou bien 2 niveaux, ou bien 2 rangées. C'est kiff. Donc l'architecture à 2 niveaux, ou bien l'architecture 2 tiers, caractérise les systèmes client-serveur pour lesquels le client demande une ressource et le serveur la lui fournit directement en utilisant ses propres ressources. Cela signifie que le serveur ne fait pas appel à un autre ou bien à une autre application afin de fournir une partie du service. Vous voyez? Donc la relation elle est directe entre le client et le serveur. On a le client qui va formuler une requête
le serveur va lui répondre avec ses propres moyens, ses propres ressources. Il n'a pas besoin d'autres ressources. Pardon. Très bien. Donc, ces images illustrent les architectures de tiers. Donc, vous voyez qu'on a les deux composants, le client et le serveur. Donc, l'interaction, elle est directe. Le client formule la requête, le serveur lui répond avec ses sources. Il n'a pas besoin d'autres, avec ses propres ressources, avec ses propres données. Donc, on a le niveau 1, la requête qui peut être HTTP, FTP, SQL. Donc, tout dépend du type de serveur. On a besoin d'une page web ou bien d'un fichier ou bien de la base de données. Donc, le client va envoyer la requête, donc le niveau 1. Le serveur niveau 2 va lui répondre. Bien sûr, il va utiliser la base de données, sa base de données, c'est les données qui sont intégrées dans ce même serveur. Vous voyez? Donc, la relation, elle est directe entre le client et le serveur. Donc, le serveur va fournir la réponse avec ses propres ressources. Maintenant, ça c'est une autre image que j'ai empruntée à la bibliographie 6. On a le PC. On a ici le symbole, bien le logo du Firefox. C'est le navigateur web, le Firefox. Ça peut être Google Chrome ou bien Explorer, ainsi de suite. L'essentiel, c'est un ordinateur qui contient, c'est un ordinateur client qui contient un navigateur web, Firefox par exemple. Il va demander une page web. Ici, vous voyez le serveur, il contient ces pages web là. Il va lui répondre, puis il va lui donner la réponse sous forme de la page web qu'il demande, la page web 2 par exemple. Donc le serveur, il va lui répondre avec le protocole HTTP ou bien le serveur web. Bien. Maintenant, l'architecture 3 tiers. Dans l'architecture 3 tiers ou bien 3 niveaux, il existe un niveau intermédiaire, c'est-à-dire que l'on a généralement une architecture partagée entre un client, c'est-à-dire l'ordinateur demandeur de ressources, équipé d'une interface utilisateur, généralement un navigateur web, chargé de la présentation. Le serveur d'application, appelé aussi middleware, chargé de fournir la ressource mais faisant appel à un autre serveur, et le serveur de données, fournissant au serveur d'application les données dont il a besoin. Pardon. Donc vous voyez que dans l'architecture 3 tiers, on a un intermédiaire, on a 3 composants. Le client, le serveur applicatif ou bien d'application, ou bien on l'appelle le middleware, et le serveur de données qui va fournir les données nécessaires à... Donc les données ou bien la base de données, ils sont contenus dans un autre serveur. Donc on a 3 composants, le client, le serveur d'application, bien le middleware, et le serveur de données qui va fournir les données à l'application, au serveur d'application. Donc ici une image qui va montrer cette architecture 3 tiers. Donc on a le client, il va dans un premier niveau, il va formuler une requête qui est reçue par le premier serveur applicatif, ou bien le middleware. Donc deuxièmement, la requête elle est transmise au serveur de données. Donc vous voyez qu'il y a un deuxième serveur, on a 2 serveurs, serveur applicatif et serveur de données. C'est pour ça qu'on appelle 3 tiers. Donc dans un deuxième niveau, la requête est reçue par le serveur donné. Il va chercher la donnée dont le client a besoin. Il va donner la réponse au serveur et le serveur applicatif va passer la réponse au client. Donc vous voyez qu'il y a un serveur intermédiaire qui est le serveur applicatif entre le client et le serveur de données. Donc il y a du travail qui est fait par le serveur applicatif et le travail qui est fait par le serveur de données. Donc c'est un partage. Donc ça c'est par niveau. On a le niveau 1, une requête qui est formulée par le client sous forme avec le protocole HTTP ou bien FTP ou bien serveur base de données. On a l'envoi de requête au niveau 2. Le niveau 2 c'est le serveur d'application. Il va passer sa requête au niveau 3 qui est le serveur de base de données. Donc la base de données elle est contenue dans le serveur 3 qui est le serveur de base de données. Il va consulter la base de données et va répondre au serveur d'application qui va passer la réponse au client. Donc on a 2 serveurs. Et toujours, c'est-à-dire le fait de travailler avec une application 2 tiers ou bien une architecture 2 tiers ou bien une architecture 3 tiers, c'est selon votre projet, votre cahier des charges. Si le cahier des charges est très complexe, vaut mieux utiliser une architecture 3 tiers. C'est-à-dire différencier entre les données, le serveur de données et le serveur applicatif.
Maintenant, au-delà de 3, on appelle ça une architecture n tiers ou bien n niveau. Donc l'architecture n tiers avec n supérieur à 3. Donc dans l'architecture à 3 niveaux, chaque serveur niveau 2 et 3 effectue une tâche, un service spécialisé. Un serveur peut donc utiliser les services d'un ou plusieurs autres serveurs afin de fournir son propre service. Par conséquent, l'architecture à 3 niveaux est potentiellement une architecture à n niveaux. Donc plus que 2 serveurs, on peut dire que c'est une architecture n tiers. Donc s'il y en a par exemple ici, niveau 3, au niveau d'un autre service, un autre serveur, donc c'est une architecture n tiers. Donc au-delà de 2 serveurs, c'est une architecture n tiers. Donc dans l'architecture à 3 niveaux, chaque serveur, niveau 2 et 3, effectue une tâche, c'est-à-dire un service spécialisé. Un serveur peut donc utiliser les services ou plusieurs autres afin de fournir son propre service. Par conséquent, l'architecture à 3 niveaux est potentiellement une architecture à n niveaux. Donc avec n supérieur à 3, donc c'est une architecture n niveaux. Bien, ça c'est une image pour montrer. Niveau 1, le client, on a le premier serveur. Il a besoin de 2 serveurs, pas un seul serveur. Niveau 3, on a 2 serveurs. Niveau 4, on a un seul serveur. Donc c'est selon l'imbrication des serveurs dont on a besoin pour avoir une réponse à la requête du client. Donc cette complication de niveau, c'est selon bien sûr la complication de votre application. Donc on a parlé de l'architecture, donc on a vu que le client et le serveur, ils vont se communiquer avec des protocoles. Donc c'est quoi un protocole de communication? Dans les réseaux informatiques et télécommunications, un protocole de communication est une spécification de plusieurs règles, bien lois, pour un type de communication particulier. Donc, initialement, on nommait protocole ce qui est utilisé pour communiquer sur une même couche d'abstraction entre 2 machines différentes. Par extension de langage, on utilise parfois ce même mot, protocole, aussi aujourd'hui, pour désigner les règles de communication entre 2 couches sur une même machine. Donc vous voyez qu'un protocole, c'est des règles, c'est des lois qui vont gérer et contrôler la communication entre les différentes couches d'un réseau. Donc entre autres, dans le réseau Internet, on parle de protocole HTTP. Donc c'est quoi le protocole HTTP utilisé par le navigateur web? Donc les acronymes HTTP, H c'est hyper, T c'est texte, deuxième T c'est transfer et P c'est protocole. Donc hypertext transfer protocol. Donc la consultation des pages sur un site web a un fonctionnement basé sur une architecture client-serveur. Donc un internaute connecté au réseau via son ordinateur est un navigateur web qui est le client. Donc le serveur est constitué par le ou les ordinateurs contenant les applications qui délivrent les pages demandées par le client. Dans ce cas, c'est le protocole de communication HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est utilisé. Donc lorsque l'internaute veut des pages web, il va utiliser le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Les navigateurs sont les clients, donc on a plusieurs navigateurs web comme le Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, ainsi de suite, Opera. Donc il y a plusieurs applications qui sont des navigateurs web. Les clients se connectent à des serveurs HTTP tels que Apache, HTTP Server ou IIS, Internet Information Service. Donc il y a aussi beaucoup de serveurs HTTP comme Apache, HTTP Server ou IIS, qui sont les acronymes de Internet Information Service. Vous voyez que il y a plusieurs protocoles selon, c'est-à-dire plusieurs protocoles. Entre autres, il y a le HTTP, c'est dans le cas où on voudrait des pages web. Et il y a plusieurs navigateurs web comme Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Et on a plusieurs serveurs HTTP, c'est-à-dire qui utilisent le protocole HTTP comme Apache, HTTP Server ou IIS. Très bien. Bon, maintenant, on remarque qu'il y a, lorsqu'on navigue sur le net, des fois on a des HTTPS, des pages web comme dans l'URL quand il y a HTTPS ou bien HTTP. Quelle est la différence entre HTTP et HTTPS? Il y a le S ici qui est en plus. Donc HTTPS avec S pour secured ou sécurisé. Donc S, c'est l'acronyme de secured en anglais et en français, c'est sécurisé. Donc HTTPS est similaire à HTTP. Et HTTP, c'est la même chose. Il fait le même travail, c'est un protocole de communication. Mais le S signifie secure, la sécurité. Donc, quelle est la différence entre HTTP et HTTPS? En HTTP, lorsqu'on n'a que HTTP, les données sont transmises telles qu'elles sont appelées en texte brut. Tout le monde peut lire entre le serveur et le client. Mais dans le protocole HTTPS, personne ne peut lire les informations entre le serveur et le client. Donc HTTPS est la variante de HTTP sécurisée par l'usage de protocoles.
Donc, le HTTP, c'est un protocole de communication entre le client et le serveur, mais on peut, c'est-à-dire les informations qui circulent en utilisant le protocole HTTP peuvent être vues par d'autres personnes. Alors que avec le HTTPS, c'est-à-dire le protocole sécurisé, donc personne ne peut voir les informations entre les clients et les serveurs. Donc HTTPS est une variante, donc c'est toujours le HTTP, ce sont les mêmes règles de communication, mais qui injectent, bien qui utilisent des protocoles de sécurité, de sécurisation. Des protocoles qui sécurisent l'information qui circule entre le client et le navigateur, bien le serveur, le client et le serveur. Donc, par l'usage de protocoles, quels sont les protocoles utilisés dans la communication HTTPS ou le protocole HTTPS? Il y a deux protocoles, le SSL et le TSL. Donc, SSL, c'est l'acronyme de Secure Sockets Layer, ou nouvellement nommé TLS, Transport Layer Security, qui est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet. Donc, on a le SSL et maintenant l'extension vers TLS. Donc, c'est le même nom, c'est le même protocole, mais la première version c'était le SSL et maintenant c'est le Secure Socket Layer. Donc, par une extension et un développement de ce protocole, on a le TLS, Transport Layer Security, donc qui est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet. Très bien, donc c'est bien. Donc, il y a la notion de sécurité qui est ajoutée à l'échange entre le client et le serveur. Très bien. Maintenant, on va donner la nomination de URL. Bien, la définition de URL, c'est quoi une URL? En général, lorsqu'on l'utilise pour accéder à une page web, on a besoin d'une URL. Bien, un site web. Donc, une URL, c'est quoi une URL? URL, c'est l'abréviation. On a U, le R et le L. Donc, c'est l'abréviation en anglais de Uniform Resource Locator. C'est-à-dire Uniform Resource Locator et l'adresse d'un site web. Donc, c'est une adresse. Vous voyez, comme la notion d'adresse qu'on connaît. Donc, c'est une adresse web. Donc, l'URL, c'est l'adresse d'un site web dont on a besoin, ou bien on va utiliser, ou bien consulter. Donc, l'adresse d'un site web, ou plus exactement l'adresse d'une page d'un site Internet, parce qu'un site web, il est formé de plusieurs pages web. Donc, globalement, l'URL, c'est une adresse d'une page web qui peut communiquer avec d'autres pages web. L'essentiel, c'est une adresse d'un site web, ou bien, exactement, on peut dire, c'est une adresse de la page web principale du site web. Donc, l'URL est indispensable pour localiser cette page dans l'océan des milliards de pages Internet existantes. Voilà pourquoi la structure des URL est normalisée dans le monde entier. Donc, chaque site web, il a une adresse unique. Vous voyez? Donc, c'est très important cette adresse-là pour se retrouver dans, comme c'est exprimé, l'océan de milliards de pages web dans l'Internet. Donc, c'est grâce à l'adresse qu'on peut arriver à la page dont on a besoin. Donc, l'URL de votre site est donc l'identité sur le web de votre marque. Que vous décidiez de passer par un logiciel de création de site professionnel ou bien par un autre prestataire, votre URL doit vous appartenir. Donc, l'adresse est quelque chose de personnel, c'est une identité. L'adresse de votre site web, ou bien l'adresse d'un site web, est une identité. Déjà, on voit maintenant que toute organisation, bien entreprise, a un site web. Chaque entreprise a un site web. Par exemple, GMA, l'USC a un site web. Les entreprises industrielles ont des sites web. Même dans le cadre privé, on a des sites web. L'ADELA, c'est-à-dire elle a un site web. L'académie, elle a un site web. Toute administration doit avoir un site web. C'est devenu une identité. Donc, l'URL de votre site web, c'est important. C'est l'identité de votre organisation. Ou bien de votre site web. Ça fait partie de l'identité de votre organisation. Donc, un site web avec son URL, c'est une identité de votre site. Donc, en général, elle a une structure, donc c'est une écriture formalisée. Donc, la structure et les éléments qui constituent une URL, ils sont formés par cette image-là. Je les expose par cette image-là. Donc, une URL est en général composée de plusieurs éléments. Pour comprendre la structure et les composants d'une URL, nous avons découpé l'URL d'un exemple. Ça, c'est un exemple d'URL. Donc, on a http www.youtube.com/watch point d'interrogation v égale et ce nom-là. Donc, ce sont des éléments qui constituent l'URL. On va les découper pour comprendre chaque élément. Donc, j'ai pris des numéros pour chaque composant et on va expliquer chaque composant. Donc, ici, on a le 1. Le 1, c'est quoi? C'est le protocole utilisé dans cet exemple. Donc, on a le protocole ici, c'est une navigation web. C'est un protocole pour trouver une page web. Donc, le HTTP, Hypertext Transfer Protocol,
littéralement protocole de transfert hypertexte en français. Donc il existe d'autres protocoles comme HTTPS, sécurisé, FTP, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs protocoles. Le HTTP c'est spécialement pour les pages web, pour les sites web. Donc le protocole ici, donc on a ici le 1, c'est les différents protocoles qui peuvent exister. On a vu qu'il y avait beaucoup de protocoles. On a beaucoup de protocoles, d'accord, selon le serveur. Voyez, selon le serveur utilisé, on peut avoir des protocoles. On a un serveur c'est HTTP, serveur fichier c'est FTP, ainsi de suite. Donc, dans notre cas, puisque c'est un serveur web, dans notre URL, on a le protocole HTTP, donc c'est le protocole utilisé, c'est le HTTP. Mais on peut avoir le FTP, le RTP, ainsi de suite. Il y a plusieurs protocoles ici. L'étudiant peut toujours consulter pour voir les autres protocoles. Mais le plus utilisé, c'est le HTTP ou bien le HTTPS. Donc le serveur, ça c'est le premier mot. Le premier composant. Le deuxième composant, le www, le World Wide Web. Le serveur ou le nom de serveur. Donc ça c'est le serveur. Le www, le numéro 2, c'est-à-dire le 2, vous voyez qu'il est formé de toute cette partie-là. On a, c'est-à-dire le 2, il est formé du 3, du 4 et du 5. Déjà le 4, il est formé, c'est-à-dire il est formé du 3 et du 4. Et même dans le 4, on a la partie 5. Donc vous voyez ici que le 3 qui est le www. Donc déjà, le 2 tout entier, c'est le nom du serveur. Donc chaque serveur, elle a un nom. Il a un nom. Parce qu'on a dit qu'on a beaucoup de serveurs dans une architecture. Client-serveur, on peut avoir beaucoup de serveurs. Donc, le deuxième ici, c'est-à-dire après les anti-slash, c'est le serveur. Ou bien le nom du serveur. Le nom, il est formé de 3 parties. On a le www, c'est le sous-domaine. Ça s'appelle un sous-domaine. Le youtube.com, c'est le domaine. Donc, on a le domaine et le sous-domaine. On peut avoir plusieurs sous-domaines. Donc, pour différencier entre domaine et sous-domaine, c'est le dot. Ici, le dot, les points ici. Donc, ici, on a 2 points. Donc, on a un domaine et un seul sous-domaine. On peut avoir 3 points. Donc, on a un domaine et 2 sous-domaines. Vous voyez? Donc, ça s'imbrique à plusieurs niveaux. L'essentiel, on a le domaine et le sous-domaine à des niveaux selon notre URL. Donc, le www, c'est le premier sous-domaine. Le domaine, c'est le youtube.com. Donc, le 5 ici, dans le domaine, qui est c'est-à-dire le youtube.com, le 5 ici, le .com, le dernier dot, c'est un suffixe d'adresse web, .com. Aussi référencé par l'abréviation TLD. Donc, c'est un suffixe. Que veut dire un suffixe? Ça donne une information sur le type du domaine. Donc, en général, on va ici voir. Le nom du domaine est une composante de l'adresse du site web URL pour que quelqu'un puisse retrouver votre site. Il lui suffit de connaître votre nom du domaine et le saisir dans son navigateur Internet. Par exemple, Google Chrome ou l'Internet Explorer. Voyons de quoi est composée une adresse URL. Bon, ça c'est une autre abréviation, mais ici, pour vous montrer le dot. Vous voyez, on a .com, .net, .org, .edu, .info, .biz. Dans notre cas, Jamiat Saïda, elle a comme site web, c'est déjà protocole sécurisé HTTPS, on a www.unifsaida.z. Vous voyez que notre site, le nom du domaine, c'est unifsaida.dz. Ça, c'est le suffixe qui donne une information sur le type ou bien sur le site. Donc, c'est DZ par abréviation à GZL, par exemple. Donc, on va revenir par là après. Pardon. Donc, je termine la définition des différents éléments qui constituent l'URL. Donc, on a vu qu'il y a le protocole. On a le 2, c'est le nom du serveur. Le nom du serveur, il contient le sous-domaine, les sous-domaines et le nom du domaine. Les sous-domaines, ici, dans notre cas, on a un seul sous-domaine qui est le www. On a le nom du domaine qui est youtube.com. Et dans le nom du domaine, on a le suffixe .com qui est, c'est-à-dire le suffixe qui donne une information sur le domaine ou bien sur le site. Et puis on a le slash ici, l'anti-slash. On a ici un chemin qui peut être structuré avec plusieurs façons. L'essentiel, c'est le chemin où notre information se trouve. Donc, un chemin fera généralement référence à un fichier ou un dossier, un répertoire sur le serveur web. Donc, c'est le répertoire ou bien un dossier où se trouve l'information dont on a besoin. Par exemple, si on a besoin d'une page web qui s'appelle fichier, donc on a dossier.fichier.html. Donc, on a un répertoire qui s'appelle dossier sur le serveur et qui contient le fichier .html. C'est la page web dont on a besoin. Ça, c'est un exemple. Donc, l'essentiel, après le nom
du serveur, on a le chemin, qui peut être structuré avec plusieurs façons. Dans notre cas, on remarque qu'il y a ici le 6, le 7 et le 8. Donc, le 6, on a ici un point d'interrogation. Donc, le 6, c'est le chemin. On a ici, c'est le dossier, c'est watch, ça s'appelle watch. Puis, on a un point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça concerne les paramètres et les valeurs du paramètre. Donc, on peut utiliser dans une adresse URL les paramètres. Comment? Premièrement, en spécifiant le chemin, et puis, on a ici un point d'interrogation. Donc, lorsqu'on voit un point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a des paramètres qui concernent la ressource qu'on cherche. Donc, le paramètre, on a ici un nom du paramètre. Donc, c'est un paramètre qui a un nom et une valeur. Donc, le nom du paramètre avec égal et la valeur du paramètre. Donc, V, c'est un paramètre. Donc, et ce mot-là, qui est formé de plusieurs lettres, c'est la valeur du paramètre. Donc, les paramètres sont initialisés par le caractère point d'interrogation dans l'URL. Donc, lorsqu'on voit un point d'interrogation, ça montre qu'il y a des paramètres spécifiques à la recherche. Dans notre exemple, le nom du paramètre est V et sa valeur est cet ensemble de caractères. Donc, les noms et les valeurs des paramètres respectent toujours la même structure. Nom du paramètre égale la valeur du paramètre. Et vous pouvez toujours consulter dans la littérature bibliographique les différents paramètres qu'on peut utiliser dans une URL pour que la recherche soit spécifique. Bien. Donc, les paramètres modifiant le contenu transmettent des informations à la page de destination. Ils doivent obligatoirement et exclusivement être définis dans l'URL finale. Par exemple, cette URL-là, http exemple.com, on a point d'interrogation, product ID égale 1234. Ça veut dire que on voudrait rediriger l'utilisateur vers la page de votre site web concernant que le produit 12034. Vous voyez, c'est-à-dire 1234. Donc, ça, les paramètres, c'est pour pouvoir spécifier la recherche exclusivement. D'accord? Donc, comment bien ajouter les paramètres à notre URL? C'est avec un point d'interrogation, un nom du paramètre et, bien sûr, égal et le nom la valeur du paramètre. Bien. Donc, un nom, maintenant, on a vu ici qu'il y a le domaine, le nom du domaine, comme youtube.com. Donc, c'est quoi le nom d'un domaine? Le nom du domaine est une composante de l'adresse du site web URL pour que quelqu'un puisse retrouver votre site. Il suffit de connaître votre nom du domaine et de le saisir dans son navigateur Internet, comme Internet Explorer, pour avoir votre URL. Par exemple, l'Université de Saïda. Il suffit de donner Unif Saïda pour avoir l'URL au complet. Donc, on va revoir une autre composition de l'URL d'une façon plus détaillée. Donc, on a par exemple cette URL-là, http www, on a ici le domaine .com. On a l'anti-slash pour avoir le répertoire, le nom du domaine et .php. Donc ici qu'on a dit déjà c'est le protocole. Ça c'est la machine ou bien le sous-domaine. Ça c'est le premier dot, c'est on a deux dots, donc on a un domaine et un sous-domaine. Le sous-domaine c'est www, le domaine c'est kojic.com. Donc le nom du domaine est formé d'un nom et d'un suffixe ou bien d'une extension. Donc, on a le nom, point, extension, selon le type du domaine. Et bien sûr, les répertoires, ou bien les sous-répertoires. C'est selon l'arborescence. On peut avoir un répertoire principal ou bien plusieurs sous-répertoires imbriqués. Et puis, on a le nom du domaine ici. On répète le nom du domaine, fichier, point, l'extension. C'est le nom de la page web. Donc, vous voyez que ça, c'est pour vous montrer la notion de l'extension du domaine. Donc, le nom du domaine est aussi utilisé pour fabriquer des adresses de courriel. C'est-à-dire le nom du domaine, même on le trouve dans le courriel, c'est-à-dire le courriel, le courrier électronique, comme par exemple le préfixe de la variable, arrobas, le nom du domaine, point, l'extension. Par exemple, derkawi, arrobas, unifsaida.z. Donc, unifsaida.z, c'est notre domaine, le domaine unifsaida.dz, c'est-à-dire c'est ZR. Et puis, ici, le nom de l'enseignant, derkawi, arrobas, unifsaida.z. Vous voyez que le domaine, on peut le retrouver dans le courriel électronique. Bien. Ça, c'est une remarque. Maintenant, on va, c'est-à-dire quels sont les éléments à connaître avant de choisir un nom du domaine. Lorsqu'on va créer un site web, on doit donner un domaine à notre site web, un nom de domaine. Comment choisir ces noms-là? C'est-à-dire, on a défini que veut dire un nom du domaine. Maintenant, on va voir quelques éléments à connaître pour pouvoir choisir un bon nom. Un nom dont la recherche va être, c'est-à-dire ciblée. Donc, choisissez un nom facile à retenir pour vos visiteurs. Vaut mieux donner un nom facile à retenir.
c'est-à-dire pas un nom très lent, très compliqué, un nom facile à retenir. Comme unifsaida.z, c'est un nom vraiment très, c'est-à-dire, on a recommandé, c'est-à-dire ce nom il est recommandé dans toutes les universités en Algérie. Donc on a unif-6 Saïda, unif-Blabès, unif-Betna, vous voyez. Donc c'est toujours unif-6 et on donne le nom de la ville. Donc choisissez un nom facile à retenir pour vos visiteurs. Il devrait être court, moins de 15 caractères. Il n'y a pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Donc dans un nom du domaine, vous faites des majuscules ou des minuscules, c'est kiff-kiff. De préférence, ne pas utiliser des chiffres et des symboles, même si cela est techniquement possible. Donc, ça, c'est quelques conseils pour choisir un bon nom du domaine. Et vous aurez besoin de ça lorsque vous allez créer votre premier site web, Inch'Allah, dans le TP, dans le mini-projet concernant la matière DAO. Vous êtes obligé de donner un nom à votre domaine. Donc, respectez ces conseils-là. Donc, il doit être court, moins de 15 caractères. Donc, il n'y a pas de différence entre majuscules et minuscules. De préférence, on n'utilise que c'est-à-dire on n'utilise pas des chiffres et des symboles, que des lettres. Donc, si c'est possible, optez pour un nom qui décrit le contenu de votre site. Il vaut mieux donner un nom qui donne une idée sur la fonction globale de votre site. Par exemple, UNIF, c'est l'université, donc ça montre que c'est des universités, par exemple. Donc, c'est mieux. C'est-à-dire, la nomination, elle est aveugle. On peut toujours donner n'importe quel nom. Mais il vaut mieux donner un nom qui va être facile à retenir par les visiteurs, parce que c'est ceux qui vont utiliser votre site, bien accéder à votre site. Et c'est un nom qui va être facile à retenir, et aussi qui peut décrire que fait sur votre site. Donc, séparez les mots qui composent votre nom du domaine par un trait d'union, le tiré 6, on a tiré 8 et un tiré 6. Donc, il vaut mieux séparer les noms avec un trait d'union, c'est le tiré 6, comme Univ, Saïda. Donc, bin Univ et Saïda, on a un tiré 6. Ceci améliorera la lisibilité et vos chances d'être bien référencés par les moteurs de recherche comme Google. Au lieu, bon, très bien. C'est-à-dire ici, par exemple, hockey botting, c'est mieux de dire directement hockey botting, c'est-à-dire des lettres qui sont tous liées. Il vaut mieux utiliser un trait d'union au milieu, c'est toujours bien pour cibler votre recherche. Parce que nous, lorsqu'on a un site web, vaut mieux on voudrait bien qu'il est consulté par beaucoup de visiteurs pour enrichir le site, etc. Donc c'est sûr que si votre nom il est bien choisi, vous aurez plus de chances que le navigateur, bien moteur de recherche, les moteurs de recherche plutôt, peuvent, c'est-à-dire trouver facilement votre site vis-à-vis du choix, c'est-à-dire de la requête faite par l'utilisateur. Donc choisissez une extension adéquate. Voici une liste partielle des extensions possibles et de leur signification. Vaut mieux utiliser une extension qui donne un nom. Donc on a beaucoup d'extensions dans les sites web qui existent et on peut toujours créer d'autres extensions. Par exemple, on a l'extension .com pour les sites à caractère commercial. Donc com, ça vient du mot commercial. Donc c'est pour les sites à caractère commercial. On a .net, activité liée à l'internet. On a .org, site sans objet commercial. Donc c'est une organisation. Lorsqu'on voit le .org, ça veut dire que ça n'a pas un but commercial, c'est pour une organisation, quelle que soit sa fonction. .edu, c'est le site en relation avec l'éducation. .info, site à vocation informationnelle, comme les chaînes d'information. Pardon. .biz, commerce électronique, business, vient du mot business. .ca, c'est un site canadien. .qc, .ca, vous voyez qu'on a un sous-domaine et un domaine. Donc, site québécois, Québec. .us, site américain. Vous voyez, .dz, site algérien. Comme univ-seida.dz. DZ, c'est l'Algérie. Z. OK. Donc, on peut toujours donner d'autres extensions, mais il vaut mieux utiliser des extensions significatives vis-à-vis de la fonction globale de votre site. Donc, techniquement, il n'y a pas de différence entre les extensions. Ceci dit, les internautes, c'est-à-dire l'extension n'a pas un sens côté fonctionnel, mais c'est pour choisir des noms dont la recherche va être facile et significative. Donc, techniquement, il n'y a pas de différence entre les extensions. Ceci dit, les internautes essaient souvent de deviner l'adresse d'un site web en prenant l'extension .com parce qu'elle est la plus populaire. Donc, il est souvent utile de réserver plusieurs noms de domaine pour le même site web. Par exemple, si vous choisissez l'adresse www.votre-site.com, il vaudrait mieux posséder également les adresses www.votre-site.ca.
et www.votresite.net, etc. Ainsi, vous éviterez qu'un concurrent mal intentionné achète un nom de domaine pouvant porter à confusion. Ça, c'est toujours une remarque à vous donner pour choisir vos noms, ou vos mieux de domaine. Donner, c'est-à-dire le même nom du domaine principal et ajouter d'autres noms. Si vous avez plusieurs sites, le même nom principal et vous ajoutez les autres, c'est-à-dire un domaine et des sous-domaines. D'accord? Donc, ça, c'est globalement la partie architecture client-serveur. On a parlé des notions de base concernant cette architecture. Donc, dans le cours qui va suivre, on va parler d'un site web. C'est quoi un site web? Il est formé de quoi? Et on va passer aux différents langages de programmation qui permettent de créer et de gérer un site web. Donc, en général, il y a des plateformes qui nous aident à créer des sites web. Par exemple, c'est des plateformes professionnelles comme la plateforme Wix, WordPress, qui sont tous les deux d'excellents logiciels de construction de sites web. Des dizaines de milliers, je vais corriger ici. Donc, on a la plateforme Wix, on a la plateforme WordPress, sont tous les deux d'excellents logiciels de construction. Donc, c'est une construction ici, de construction de sites web. Donc, on va voir par la suite, on peut utiliser dans le TP, on va télécharger cette plateforme-là et on va les utiliser pour créer des exemples de sites web simples à titre de TP concernant la matière. Donc ça, c'est quelques liens biographiques concernant les références que j'ai utilisées pour préparer cette partie du cours. Donc je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine vidéo. Merci.